Donc, comme vous le disait Arnaud, ce soir, je vais essayer de parler de programmation fonctionnelle sans céder à la mode. Alors, effectivement, pour ceux qui l'ont déjà vu au DevFest, ben, je suis désolé, ça va être à peu près pareil. Enfin, bon, on peut retravailler parce que des choses que je vais faire gicler, et puis d'autres qui sont peut-être un peu plus développées. Et donc, qu'est-ce que j'entends par de la programmation fonctionnelle sans céder à la mode? Ben, que grosso modo, c'est une présentation qui ne va pas parler de monades, monoïdes, semi-groupes, Kleisli, enfin bon, on peut en citer encore plein comme ça des trucs. Ce que je voudrais, c'est me recentrer sur... Quoi? Tu n'entends pas? Mais le micro... Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de retour. Ok. Bah oui, je peux parler. Non, je peux parler un peu plus fort, pas de problème, je peux parler un peu plus fort. Donc je disais, ce que je voudrais essayer de faire ce soir, c'est de me recentrer un petit peu sur les notions fondamentales de la programmation fonctionnelle, qui sont relativement simples en fait, et voir comment à partir de là, on en déduit un certain nombre d'autres constructions, celles dont justement je ne vais pas citer les noms ou pas parler, voir quelle est la logique qui amène à ça. Pour ça, ben, on va faire un petit tour d'horizon d'abord historique, parce que j'aime bien ça. En général, il y en a toujours un petit peu dans mes talks. Je vais essayer de poser quelques définitions justement sur la notion de programmation fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est fondamentalement? Et puis après, on va partir sur des exemples un peu plus concrets avec du code où il y aura un petit peu de Haskell, un petit peu de Scala. Enfin, vous allez voir, ça devrait être assez fun. Mais d'abord, juste, je vais me présenter rapidement. Donc, comme l'a dit Arnaud, je m'appelle Frédéric Cabestre. Je travaille dans une société qui s'appelle EasyMile, qui est une société dont le secteur d'activité sont les véhicules autonomes, avec entre autres, par exemple, cette navette électrique autonome que vous avez peut-être vue sur les allées Jules Guesde, qui est un petit peu notre fer de lance. Et puis d'autres véhicules qu'on a vocation à autonomiser, parce qu'en fait, en réalité, nous, on n'est pas producteur de véhicules, mais on a une stack logicielle à poser sur des véhicules à autonomiser. Donc là, par exemple, c'est un tracteur aéroportuaire d'un de nos partenaires qu'on est en train de rendre autonome. Puis après, il y a plein d'autres projets dont je peux plus ou moins parler, donc du coup, dans le doute, j'en parle pas. Et pour info, eh bien, on est pas mal en pleine croissance et si vous êtes intéressé par le sujet, ben on recrute. Donc n'hésitez pas éventuellement à venir me voir ou discuter avec moi, envoyer des DM ou à écrire à jobs@easymail.com. Donc, comme je disais, bah, je vais d'abord faire quelques petits retours historiques pour replacer un petit peu la chose en contexte, parce que, bah, comme le disait Fernand Braudel, le présent sans passé n'a pas d'avenir. Donc, du coup, on va refaire un petit retour sur le passé. Et on va parler d'un certain nombre de personnes qui sont intervenues enfin, qui ont fait, on va dire, la programmation fonctionnelle de plus ou moins loin. Alors, le premier, là, je pense que la plupart d'entre vous l'ont reconnu, c'est Alan Turing. Alan Turing, enfin, tous ces gens-là sont des mathématiciens qui ont travaillé dans les années 30. Alan Turing a travaillé sur ce qu'on appelle le problème de l'arrêt du calcul, sur la théorisation de la calculabilité, comme ses deux autres collègues. Et il a formalisé cette théorie de la calculabilité et de l'arrêt du calcul à travers ce qu'on appelle une machine de Turing maintenant, qui est quelque chose qui est essentiellement, intrinsèquement séquentiel et impératif. Alors si vous voulez rentrer un petit peu dans les détails, je vous envoie à la page Wikipédia d'Alan Turing et de la machine de Turing, qui sont très très bien faits sur ce sujet-là. Le deuxième, que vous connaissez peut-être aussi, c'est John von Neumann, quelqu'un qui a fait énormément de choses, qui a travaillé entre autres sur le projet Manhattan, comme beaucoup de gens à cette époque-là, et qui a, c'est ce qui nous intéresse, lui formalisé la notion d'architecture de von Neumann, qui est ni plus ni moins que l'architecture fondamentale de tous nos ordinateurs actuels. Un processeur actuellement, c'est basiquement une machine de von Neumann. Et puis, troisième, Alonzo Church, alors lui, peut-être que vous le connaissez un peu moins. Alonzo Church, lui, c'est
créateur du lambda calcul, qui est considéré comme le fondement de la programmation fonctionnelle. Le lambda calcul, c'est quoi? C'est un formalisme qui lui a permis à lui aussi, en tant que mathématicien, de travailler sur la problématique de la calculabilité et encore une fois de l'arrêt du calcul. D'ailleurs, Alonzo Church avait prouvé à peu près les mêmes résultats qu'Alan Turing un peu avant Alan Turing. On a prouvé que le lambda calcul et les machines de Turing sont mathématiquement équivalents. Et d'ailleurs, Alan Turing a fait sa thèse à Princeton, si je ne me trompe pas, sous la direction, dans le laboratoire d'Alonzo Church. Donc vous voyez, années 30, ça commence à remonter assez loin. Et puis, le temps s'écoule et on a des gens comme John McCarthy, encore une grande figure. C'est quasiment le père de l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est celui à qui on attribue l'invention du nom intelligence artificielle. Lui aussi, il a fait énormément de choses. On lui doit des algorithmes comme Alpha-Beta, qui sont des algorithmes de jeu. Il a travaillé dans le domaine de la multiprogrammation. Donc en fait, des choses qui sont à l'origine de systèmes d'exploitation comme Unix, par exemple. Donc c'était vraiment touche à tout. Mais on lui aussi, et surtout, Lisp. D'accord, qui est, mine de rien, donc en 58, alors là, le document date de 60, mais on détermine la sortie de Lisp en 58, c'est ni plus ni moins que le premier langage fonctionnel apparent, qui mine de rien est apparu 2 ans, en 56, on a eu l'apparition de Fortran, donc c'est quand même quasiment le deuxième langage de large diffusion qui est existé. Alors, vous voyez, un langage fonctionnel, juste 2 ans après Fortran, l'archétype du langage procédural et impératif. Et puis, quelques années plus tard, et ça c'est un retour assez rigolo de l'histoire, John Backus, qui est le créateur de Fortran, rien que ça, a obtenu le prix Turing, et lors de sa dissertation de prix Turing, il n'a pas parlé de Fortran. Il a parlé de programmation fonctionnelle, et il a dit, grosso modo, il a dit arrêtez de penser von Neumann, arrêtez de travailler dans le style von Neumann et essayez de faire de la programmation fonctionnelle, ça a énormément d'avantages. Et dans ce papier qui est là, il liste ce qu'il considère comme les avantages intéressants de la programmation fonctionnelle et où est-ce que ça peut nous amener. Après, la deuxième partie du papier est un peu plus ardue, où il décrit un espèce de langage fonctionnel qui est un peu difficile à suivre. Mais au moins, que pour les débuts, ça vaut le coup d'œil. Donc là, on est en 76, 60 ou 78. Ce papier-là, il a relancé énormément l'activité autour des langages fonctionnels. Ça a ressuscité énormément d'intérêt et d'envie. Mine de rien, Backus, le père de Fortran qui dit ça, c'est qu'il doit y avoir quelque chose caché derrière. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont apparues. Alors lui, il est assez peu connu, John Uffes. C'est un chercheur d'origine suédoise qui a travaillé énormément sur les langages fonctionnels et les langages fonctionnels paresseux comme Miranda et surtout Haskell. Donc il a été extrêmement actif dans la communauté Haskell. Et lui, il avait écrit un mémo dans les années 90 qui s'appelle Why Functional Programming Matters, où pareil, il essaye de voir quels sont les points intéressants de la programmation fonctionnelle et ce que ça peut nous apporter. Et ce mémo a eu tellement de succès qu'en fait, d'un mémo, c'est devenu un papier qui n'était plus du tout passé sous le manteau, entre guillemets, mais vraiment correctement diffusé. Et puis derrière, il a fait énormément de présentations autour de cette thématique, présentations qui, par ailleurs, sont extrêmement intéressantes à suivre. Donc là, on est en 90, et puis après, ça s'est un petit peu calmé, et depuis les années 2000, il y a une espèce de revival de l'intérêt autour de la programmation fonctionnelle. Mais ça a commencé quand même cette histoire dans les années 30. Et à peu près à la même. Et ça a commencé avec un langage comme Lisp dans les années 58, juste après Fortran. Alors pourquoi ça a mis tellement de temps à devenir vraiment à la mode? Eh bien, à cause de notre fameuse architecture de von Neumann.
Architecture de von Neumann, c'est quoi? C'est un truc qui est structuré autour d'une unité d'exécution, une unité arithmétique et logique, de la mémoire, des entrées-sorties, et au milieu, pour faire communiquer tout ça, un bus. C'est une architecture qui, encore une fois, est éminemment séquentielle et impérative. D'ailleurs, von Neumann le disait lui-même, il s'est directement inspiré de Turing. Donc, il y a vraiment une espèce de descendance, de filiation intellectuelle. Et aujourd'hui, le substrat sur lequel on travaille est vraiment empreint de ça. Et ça nous pose un petit problème qu'on appelle le fossé sémantique. C'est que, donc, on a comme substrat des architectures von Neumann, nos processeurs actuels. Quand on fait un langage, il faut le compiler, il faut l'interpréter, il faut le transpiler, enfin, ce que vous voulez. Et c'est quoi compiler un langage ou l'interpréter? C'est rien d'autre que traduire la sémantique opérationnelle de ce langage dans un autre langage. C'est aussi simple que ça. Après, ça peut effectivement être un peu compliqué quand on rentre dans les détails, mais basiquement, le concept, c'est ça. C'est traduire la sémantique opérationnelle d'un langage dans un autre langage. C'est décrire le fonctionnement d'un langage dans un autre langage. Et là, qu'est-ce qu'on a comme langage sous la main? Le langage de cette architecture de von Neumann, c'est-à-dire en fait du langage machine. Très rapidement, on a bien vu que ce n'était pas super pratique de coder directement avec des octets. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une abstraction. On a commencé à faire émerger une abstraction de ça, de l'assembleur. Ça devient un peu plus lisible, un peu plus facile à gérer. Et puis, justement, tiens, le Fortran dont on parlait tout à l'heure, lui aussi, il commence à émerger. Il est d'un niveau d'abstraction un peu plus élevé. Le fossé commence à se creuser avec l'architecture von Neumann. Alors Fortran, c'est rien d'autre que la traduction de formules mathématiques en langage machine. Et puis ainsi de suite. D'autres langages sont apparus, et toujours, on va dire, logiquement, partant du bas, en quelque sorte. Donc ils ont tiré avec eux un ensemble de propriétés qui ont à voir avec l'architecture de von Neumann. Puis on peut continuer comme ça à grimper, à chaque fois en montant de plus en plus en abstraction, comme par exemple avec Java, où on commence à arriver avec des objets, de la liaison dynamique, ainsi de suite, mais ça participe de ce principe de cette remontée. Pendant ce temps-là, les langages fonctionnels, eux, ils avaient tendance, et ça depuis le début, à prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire poser des choses de très très haut niveau, comme dans le cas de OCaml ou Haskell. Alors Haskell, je l'ai placé un peu plus haut niveau en termes d'abstraction, parce que Haskell, il y a le côté paresseux du langage qui complique encore un certain nombre de choses et creuse encore le fossé. Et ces langages-là, on part de cette définition qui est très très haut niveau, il faut qu'on arrive à la faire plaquer sur une machine de von Neumann qui n'a strictement pas les bonnes propriétés intrinsèquement pour compiler ou interpréter ces langages. D'ailleurs, le fossé est tellement important qu'on en arrive même à devoir très rapidement avoir des langages intermédiaires pour pouvoir rebondir et descendre encore plus bas. Donc, par exemple, dans le cas de Haskell, c'est le lambda calcul de second ordre de Girard. Dans le cas d'OCaml, c'est la Zinc Abstract Machine, des définitions de langages intermédiaires qui permettent de faire la compilation. C'est des techniques qu'on retrouve aussi par ailleurs pour la compilation d'autres langages, mais qui sont souvent issus de ce milieu-là, du milieu du fonctionnel. Alors on a bien essayé à un moment dans les années 90, 80-90, on a bien essayé de faire des architectures dédiées. Par exemple, il y a eu les architectures Dataflow, dont l'idée c'était de dire on va connecter des opérateurs entre eux et puis on va faire passer à travers les données, donc flot de données. Et cette façon de coder et cette façon d'architecturer était effectivement éminemment fonctionnelle et permettait d'extraire énormément de parallélisme. Alors, ça a été tenté et évidemment, ça n'a pas marché. On a eu aussi, à peu près à la même période, énormément d'activités autour de Lisp, qui était un langage qui avait pas mal d'importance, on va dire, dans les années 80, autour des projets 5e génération. Et là, pareil, on a cherché à faire des machines vraiment dédiées à l'exécution de Lisp, taillées sur mesure pour faire du Lisp. On en a même fait, pour dire si c'était vraiment hype à l'époque, il y en avait à Paul Sabatier, j'ai travaillé avec des gens qui avaient fait une machine Lisp. Bon, tout ça, ça a échoué. Alors pourquoi ça a échoué? Déjà, ne serait-ce que parce que c'est difficile de lutter contre IBM, Intel et plein d'autres.
et Motorola. Des gens qui faisaient des procs, des processeurs, pour calculer pour calculer en Fortran des choses comme de la mécanique, de la météo, enfin des choses qui ne se prêtaient pas forcément initialement à faire du fonctionnel. En tout cas, on ne le voyait pas apparaître. Et ces gens-là, ils ont énormément optimisé leur proc pour faire du von Neumann et pour faire des langages impératifs. Le problème, c'est que pour faire du fonctionnel, ben, il faut changer sa façon de penser. Il faut vraiment penser différemment. Si j'essaie de faire du fonctionnel comme je fais de l'impératif, je vais au-devant de gros problèmes, je vais certainement me planter. Typiquement, là je prends l'exemple d'une thèse de Chris Okazaki, donc de 1996, qui a écrit toute une thèse sur les structures de données, des structures de données fonctionnelles, purement fonctionnelles, donc dédiées à de la programmation fonctionnelle dans des langages fonctionnels. Et effectivement, ça n'a strictement rien à voir avec... Enfin, strictement rien à voir. Allez parcourir cette thèse, vous allez voir que les problématiques pour essayer d'optimiser sont assez différentes de ce qu'on va trouver dans des thèses ou des bouquins sur les structures de données dédiées à de la programmation impérative. Donc, il faut complètement revoir sa façon d'aborder les sujets. Et ça peut être un gros problème. Donc la programmation fonctionnelle, ben, c'est rien d'autre que programmer avec des fonctions. C'est juste ça. C'est pas plus fancy que ça. Et une fonction, c'est quoi? Ben, une fonction, c'est une boîte noire qui va prendre des entrées et qui va nous fournir des sorties. C'est tout. Et qui va, pour un jeu d'entrées données, nous fournir de façon prédictible, exacte, toujours la même sortie. Et rien d'autre. Les seules choses observables autour d'une fonction sont les entrées et les sorties. Il ne se passe rien d'autre d'observable. Et en particulier, il n'y a pas de petits trucs qui passeraient par la bande en faisant un saut quantique et qui viendraient influencer ce que je pourrais observer de mon programme. Non, je ne peux observer que ce qui est en entrée et ce qui est en sortie. Donc ça, c'est proscrit. Donc effectivement, avec une abstraction aussi simple, avec quelque chose qui paraît aussi simple, on se dit, on va être rapidement limité. C'est en ce sens que je disais qu'il faut repenser sa façon de développer et que la pureté des fonctions qu'on va utiliser n'est pas forcément là où on pense. Alors, je parle de pureté de fonction. C'est quoi une fonction pure? Alors, déjà, pour commencer, il faudrait considérer la notion de ce qu'on appelle la transparence référentielle. Donc, grosso modo, la définition... une définition relativement précise est là, mais grosso modo, ça veut dire qu'une expression de donnée, je peux la remplacer partout dans un programme par sa valeur évaluée. Et en faisant ça, je ne modifie pas le programme. Ça semble anodin, mais ça l'est pas tant que ça. C'est en ce sens que ce que je disais tout à l'heure, définition d'une fonction qui a une entrée donnée me donne toujours la même sortie et ne fait pas de trucs par la bande, ben c'est ce qui permet cette transparence référentielle. Et la pureté d'une fonction, ben c'est tout simplement de dire qu'une fonction est pure si je l'applique à une expression qui elle-même est référentiellement transparente, est référentiellement transparente. Donc c'est vraiment cette idée de je peux déplacer mes expressions, mes fonctions un peu n'importe où, sans que ça modifie le sens de mon programme. Alors petit quiz. Ce bout de code là, d'insertion sort, ben, c'est du Java, ce qu'il y a de plus simple, avec il n'y a rien qui soit immutable, il n'y a rien qui soit récursif, il y a du while, il y a des affectations, il y a des plus, il y a des moins, et du coup la question c'est, à votre avis, est-ce que ça c'est référentiellement transparent? Une idée? Oui, non, peut-être. Si je considère cette chose-là en tant que boîte noire, en tant que insertion sort, telle qu'elle est écrite là,
Donc je fais abstraction de tout ce qu'il y a dedans qui semble très impératif. Si je la prends en tant que boîte noire, ben, cette chose-là est référentiellement transparente. À une entrée donnée, j'aurai toujours la même sortie. L'entrée n'est pas perturbée par le calcul. La sortie, de même. Donc ce truc-là, je pourrais le déplacer un peu partout dans mon code ou remplacer le résultat d'une évaluation un peu partout dans mon code, il n'y aura pas de problème. En revanche, ça se joue. Alors, ce qui veut dire déjà, première chose, que c'est pas parce que j'utilise un langage fonctionnel que je fais du fonctionnel, et réciproquement, c'est pas parce que j'utilise du Java que je vais pas pouvoir faire du fonctionnel. En revanche, il faut voir comment on fait les choses. Ça, c'est le même insertion sort à un petit détail près. Il y a eu une petite variation sur le thème, voilà, avant, après. C'est exactement le même état d'esprit. La seule différence, c'est que celui-ci, il va modifier son entrée. C'est la différence avec le précédent. Sinon, c'est exactement le même algorithme. Ben, du coup, effectivement, si je fais une évaluation de ce chose-là, je pourrais remplacer, par son résultat un peu partout, mais entre-temps, j'ai une perturbation dans mon programme, et donc, du coup, ça va pas être, je vais pas avoir un programme résultant identique. Autre petit bout de quiz. Parse int de Java Integer. Est-ce que cette chose-là est référentiellement transparente? C'est une fonction. Ça prend une entrée, une string, ça me retourne un entier. Alors oui, il y a des choses, tout à l'heure je disais qu'une fonction, il faut qu'il y ait des entrées, des sorties, que tout soit observable à travers l'entrée et la sortie. Ben là, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas observables que par là, puisque parseInt, eh bien, parseInt peut me claquer une exception si je lui donne une mauvaise entrée. Donc ça veut dire que ce n'est pas une fonction totale, c'est une fonction partielle, du moins exprimée comme ça, c'est une fonction partielle, c'est-à-dire qu'à toutes les entrées, je n'ai pas forcément un résultat. Je peux avoir quelque chose qui passe par la bande, en l'occurrence une exception. Et ici, si j'écris mon code comme ça, eh bien, je vais avoir un résultat. Mon programme, globalement, va avoir un sens donné. Et si je déplace ce truc ici, c'est-à-dire que, grosso modo, je sors le parseInt du try. Alors, ça peut sembler un peu ridicule comme manœuvre, mais si je fais ça, j'ai déplacé mon bout de code. Tout à l'heure, je disais, si c'était référentiellement transparent, je peux le déplacer n'importe où. Et du coup, ça va continuer à avoir globalement, mon programme va avoir globalement le même sens. Ben là, ça ne sera pas le cas. En le déplaçant comme ça, je n'aurai pas le même résultat à la sortie. Donc ce truc-là n'est pas pur, n'est pas référentiellement transparent. Il y a peut-être moyen de faire. C'est ce qu'on va essayer de voir par la suite. Bénéfice de la programmation fonctionnelle quand on essaie de s'y tenir, donc encore une fois, d'essayer de travailler avec des fonctions totales pures. C'est quoi? Ben, déjà, c'est de la modularité de la composition. C'est-à-dire que une fonction, encore une fois, quelque chose qui prend des entrées, qui me ressort toujours le même résultat pour les mêmes entrées, ben, c'est un peu la quintessence d'un module. On retrouve ça dans d'autres paradigmes de la programmation, mais c'est un peu la quintessence du module. C'est-à-dire quelque chose qui, encore une fois, étant référentiellement transparent, peut être pris à un endroit, posé à un autre endroit et continuer à fonctionner. Et surtout, ça va être de chercher à composer les fonctions entre elles, puisqu'on peut composer a priori dans n'importe quel ordre, décomposer, recomposer. On va pouvoir travailler énormément par composition. Et ça fait partie un petit peu des grâles de la programmation depuis que la programmation existe. Deuxièmement, le raisonnement local et équationnel. Ça me parle, moi personnellement encore plus. Raisonnement local, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, je vais pouvoir travailler et faire fonctionner mon cerveau juste dans un périmètre limité d'une fonction, d'un groupe de fonctions. Je ne vais pas être obligé d'avoir un modèle mental de tout un programme en me disant oui, mais il peut se passer quelque chose à l'autre bout qui va impacter là, rebondir ici et venir perturber ce sur quoi je suis en train de réfléchir. Comme je travaille par composition de modules, eh ben, mon cerveau il peut rester concentré sur un petit bout. Il y a des hypothèses, j'ai des entrées, des sorties, et je reste concentré là-dessus. Et ça, c'est énorme. Il y a des gens qui font bien mieux que moi, qui sont capables de dominer tout un programme impératif. Très bien. Moi, j'y arrive pas. Et ça m'aide. C'est pour ça que j'aime bien la programmation fonctionnelle. Et le raisonnement équationnel, ben, c'est qu'effectivement, sur un programme fonctionnel, on va pouvoir poser des lois et raisonner sur ces programmes. Et du coup,
garantir par exemple que les compositions respectent toujours ces lois et donc fonctionnent toujours correctement. Ça va ouvrir en particulier des perspectives en termes de testabilité et de refactoring. Mais refactoring parce que, encore une fois, si j'ai des fonctions et du code qui respectent un certain nombre de règles, un certain nombre de lois, mais ça va m'aider dans mes refactoring et ça va me permettre d'être confiant. Et la testabilité, puisque une fonction qui a un jeu d'entrée donnée donne toujours le même résultat, bah, c'est quand même là aussi la quintessence de l'objet unique testable. Donc ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Des désavantages, je n'ai pas fait de transparence sur les désavantages, mais il y en a, forcément. Ne serait-ce que, encore une fois, la nécessité de changer de façon de penser et de programmer. Et ça, c'est pas négligeable. Si on continue à réfléchir impératif quand on va faire du fonctionnel, on va au-devant de grands problèmes, c'est-à-dire typiquement de voir que ça ne marche pas ou que ça marche mal, et donc de dire que c'est nul. On n'arrivera pas à progresser. Donc là, il y a vraiment une grosse difficulté, surtout qu'on est tellement habitué à du procédural et à de l'impératif que c'est difficile de faire ce glissement, d'opérer ce glissement. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de prendre des exemples de code pour illustrer un petit peu tout ça. Alors, le premier exemple de combinateur, je pense que je vais le passer directement, je vais passer dessus très très vite. C'est le codage de Church. D'expérience, et j'ai vu qu'il était assez mal reçu, donc du coup, je vais passer ces transparents-là très très vite, parce que vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui en général m'inquiètent un peu, donc je zappe. On pourra en reparler après en privé si vous voulez, autour d'une pizza et d'une bière. Donc je zappe le codage de Church. Et autre exemple alors ce qu'on appelle des combinateurs. Pourquoi des combinateurs? Parce qu'en programmation fonctionnelle, du coup, en fait, on travaille essentiellement avec des fonctions, on veut les composer, on veut les combiner entre elles. Donc on va voir apparaître d'autres fonctions qui auront pour rôle de combiner ces fonctions entre elles et de nous faire travailler en composition. Et là, l'exemple que je voudrais prendre, c'est l'exemple des ensembles. Un truc très bête. En Java, nous, on aurait tendance à modéliser ça ou considérer ça comme étant une espèce de sac dans lequel on va mettre des objets. Et puis, ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi un ensemble? À savoir à filtrer, donc à aller vérifier si dans le sac, on a un objet donné qui nous intéresse. C'est une vision très structure de données, c'est une vision assez traditionnelle. On pourrait essayer de considérer les choses un poil différemment. C'est-à-dire que finalement, alors, les exemples qui sont là sont à Haskell. Je pense qu'ils sont relativement simples, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, mais pareil, tout ce code-là, tout le code qu'on verra après est disponible sur GitHub, donc après je tweeterai des liens vers la présentation et ce code-là, ce qui fait qu'éventuellement on pourrait toujours le reprendre à tête reposée si vous voulez. C'est du code qui marche. Donc par exemple, un ensemble, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être défini comme un type de fonction prédicative, un type de prédicat qui dit à un élément donné, il va me dire si oui ou non cet élément est dans l'ensemble. Ce que je ferais si j'avais un sac et que j'allais regarder dedans, en y mettant des objets. Et puis je peux définir un certain nombre d'ensembles de base. L'ensemble vide, c'est quoi? C'est un ensemble qui dit que quel que soit l'élément dont je vais vérifier s'il est dedans, me répond toujours faux. Donc c'est le lambda E, le anti/E, là, c'est le lambda E false. Donc en fait, c'est une fonction, cet ensemble vide, qui me dit toujours faux. Un singleton, c'est quoi? C'est une fonction qui va me dire... alors, c'est une fonction qui va générer une fonction, donc single de V, je vais lui fournir un élément, dire que mon ensemble singleton contient un élément donné, et pour vérifier si l'élément est dedans, il va prendre un deuxième élément et vérifier qu'il est égal à cet élément V. Ça, c'est encore une vision assez proche de ce que j'avais avec mon histoire de sac. On pourrait aussi définir un ensemble comme étant un intervalle, range. Et bien là, c'est quoi? C'est une fonction qui va prendre deux bornes, x et y,
qui va retourner une fonction, un prédicat, qui dit, ben, je prends un élément E, et est-ce que cet élément E, il est supérieur ou égal à la borne inférieure et inférieur ou égal à la borne supérieure. Ça, déjà, c'est un peu plus difficile à exprimer sous forme de sac, parce qu'il faut vraiment que je mette tout dedans. Si j'ai un grand range, il faut que je mette tous les éléments possibles dans mon sac et que je puisse aller vérifier. Là, c'est juste qu'on est sur des choses comparables, et donc je la joue comme ça. Et puis, là, ce qu'on avait, c'était des définitions de l'ensemble de base. Et puis derrière, on va définir des combinateurs, parce que ce qu'on cherche à faire en informatique, en programmation fonctionnelle, pardon, c'est essayer de combiner, de composer des fonctions. Donc, ben, j'ai par exemple un combinateur union qui va me permettre de définir un ensemble comme union de deux autres ensembles. Donc ça prend un ensemble, enfin ça prend deux ensembles pardon, en entrée, et ça me retourne une fonction qui me dit, lambda E donc, est-ce que mon élément est dans le premier ensemble ou dans le deuxième ensemble. Et inter, l'intersection de deux ensembles, ben ça prend deux ensembles et ça me retourne une fonction qui dit est-ce que E est dans le premier ensemble et dans le deuxième ensemble. On pourrait encore avoir d'autres façons de définir les ensembles. Alors ça, c'est encore une définition qui est finalement extrêmement proche de celle de mon sac dans lequel je mets des objets en Java. Ici, je dis ben, un ensemble énuméré, c'est quoi? C'est un ensemble, enfin, c'est une fonction qui va me prendre une liste de valeurs et qui va me retourner une fonction qui vérifie que E est dans cette liste de valeurs. Là, on est relativement proche de la définition standard d'un ensemble. Mais là, ce que je voulais illustrer avec ça, c'est que ça, c'est une façon de l'écrire, et puis il y a une autre façon de l'écrire, c'est exactement la même chose, où en fait, on va se servir des fameuses définitions d'ensemble que je vous ai données au transparent précédent. C'est-à-dire, on va dire, ok, eh ben, mon ensemble énuméré, c'est tout simplement l'ensemble vide, concaténé à tous les singletons, fait à partir des éléments de ma liste. Je vous laisse mûrir ça. Je vous laisse mûrir ça. Tout ça pour dire qu'on est vraiment sur, encore une fois, pensée fonction plus que pensée structure, objet et pensée composition de fonction. Là-dessus, même si vous n'avez pas tout suivi, essayez d'y revenir à la tête reposée a posteriori et gardez cette idée de regarder différemment la problématique du développement. Ça, bah, c'est tout simplement pour vous dire que ça marche, donc effectivement ça marche. Si je définis un ensemble comme étant l'intersection d'un ensemble énuméré qui est constitué des 20 premiers éléments de la suite de Fibonacci et d'un ensemble qui est un intervalle et qui va de 50 à 1000, ben, effectivement, est-ce que 5 est dans S? Ben non. Bon, je laisse regarder pourquoi. Et est-ce que 89 est dans S? Ben, ça va répondre vrai. Petite digression avant de passer à un deuxième exemple sur le typage. Alors, le typage, pourquoi je dis que c'est une digression? Mais parce qu'en fait, la programmation fonctionnelle, on a tendance à l'associer à du typage statique. Et effectivement, non, il n'y a pas de raison particulière. Normalement, c'est totalement orthogonal. Le typage statique est un sujet qui intéresse tous les langages. Il se trouve que en programmation fonctionnelle, eh bien, il y a quand même deux écoles. Il y a l'école Lisp, où on ne peut pas entendre parler de typage le moins possible. Enfin, en tout cas, on va parler de typage dynamique. C'est pas du typage faible ou quoi que ce soit, c'est pas de ça dont on parle. C'est même pas une opposition. On parle vraiment de typage statique versus typage dynamique. Et puis, il y a toute une école de langage fonctionnel où en fait, on a énormément de gens qui viennent de la preuve de théorème, qui viennent de la logique, et ainsi de suite, de la logique mathématique, où on cherche à prouver que des choses sont correctes en les typant. Et basiquement, le typage, c'est ça que ça nous apporte, c'est ce qui nous intéresse. Si on imagine d'avoir tous les programmes possibles et imaginables, cet ensemble de tous les programmes possibles et imaginables, à l'intérieur, il va y avoir un ensemble de programmes qui sont corrects, de tous les programmes corrects. Et puis en dehors de là, il y a des trucs qui cherchent à vous mordre.
Il y a des dragons qui cherchent à vous faire péter, des fusées en plein vol parce que vous n'avez pas mis les bons types à la sortie d'un sous-système et à l'entrée d'un autre, qui fait que la correction d'attitude ne va pas et puis ça finit par cracher en plein vol. Et puis là au milieu, il y a l'ensemble de tous les programmes qu'on sait typer. Vous voyez que ça mord un petit peu, ça déborde un petit peu. Il y a une partie qui est dans tous les programmes corrects et puis une partie qui déborde un peu. Effectivement, c'est pas parce qu'un programme est correctement typé, alors selon, encore une fois, le système de type, le langage, et ainsi de suite, que forcément il va être correct. Il peut par exemple ne jamais terminer. Rien que ça peut être un gros problème. Et tout le travail des gens qui font des systèmes de type toujours de plus en plus sophistiqués, compliqués, ainsi de suite, ça n'a qu'un seul objectif. C'est de chercher à faire que cet ensemble des programmes corrects grandissent dans l'ensemble de tous les programmes corrects. C'est-à-dire que ça permet d'exprimer de plus en plus de choses et que ça se réduise du côté de tous les programmes incorrects. Donc essayez de faire rentrer cette ellipse verte dans l'ellipse jaune-orangé le plus possible, la faire couvrir le plus possible. C'est pour ça qu'on rajoute plein de constructions qui peuvent sembler ésotériques, compliquées, ainsi de suite. Et l'intérêt de ça, c'est que quand un programme est statiquement typé, bien on sait qu'on va avoir une propension à avoir quelque chose de beaucoup plus correct. Et surtout, ça va nous permettre de déléguer du boulot qu'on aurait fait par ailleurs. En fait, de déléguer du travail de test unitaire. Souvent, on me dit, ouais, mais c'est typé dynamiquement, c'est pas grave, je vais faire des tests unitaires. Oui, c'est vrai. Mais quand je peux déléguer un processus automatique, pourquoi refaire tout à la main, quoi? Sinon, dans ce cas-là, c'est même pas la peine que je fasse de compilateur. Donc, aujourd'hui, pour donner quelques exemples de trucs un peu évolués, si on prend des langages comme Idris ou Agda, il y a par exemple le concept de type dépendant. Bon, c'est quelque chose que vous ne trouverez pas effectivement sous le sabot de cheval, même en Haskell, c'est pas gagné. Mais pour donner un petit peu une idée de type d'expressivité que ça peut avoir, si je reprends mon insertion sort du début, je pourrais très bien exprimer que mon insertion sort, non seulement il prend un vecteur d'éléments, il me le rend trié, mais en plus il me prend un vecteur d'éléments de n éléments et il me rend un vecteur de n éléments. Ça, si j'avais été correct, je l'aurais unit testé. Là, j'ai même pas besoin. Du fait de l'avoir exprimé dans la signature de la fonction en Idris, ça va vérifier que c'est correct. Donc ça va vérifier que le code qui est à l'intérieur est correct et que au moins ces erreurs-là, j'aurais pas besoin de les attraper. Et ça, c'est pas mal. Tout ce qui va me permettre d'avoir un code plus correct sans que j'ai besoin de faire des tests unitaires encore une fois, c'est pas antagoniste. Les tests unitaires, vos tests métiers, ils seront toujours là. Ils ont besoin d'être là. Mais juste se focaliser sur ceux qui ont besoin d'être traités. Et ceux qu'on peut éliminer ou déléguer, on va les déléguer. Alors, autre exemple, celui-là, je vais le développer un petit peu, mais dans un autre contexte, dans le contexte d'IntelliJ. C'est un exemple où je vais essayer de repartir d'un petit bout de code extrêmement simple, alors que j'ai écrit en Scala, contrairement tout à l'heure où j'ai montré du Haskell, parce que déjà Haskell, il m'aurait empêché de faire les premières itérations de mon exemple. Il m'aurait juste mordu, interdit de faire un certain nombre de choses. Donc là, au moins, je vais pouvoir faire voir la progression. Et ce que je voudrais vous faire voir à travers ça, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, le fait de programmer avec des fonctions, vers où ça nous amène naturellement, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire. Donc cette première itération, on a quoi? On a un bout de programme qui calcule un logarithme népérien. Donc c'est un petit bout de commande en ligne de commande, qui va prendre des arguments, qui va vérifier que les arguments sont en bon nombre, là il m'en faut qu'un, sinon il va hurler, il va faire un système exit. Et puis derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de vérifier que cet argument, qui est une chaîne de caractères, je peux le convertir en double. Évidemment, si ça ne marche pas, conversion, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il va y avoir une exception, c'est ce qui est récupéré en bas. Il va hurler et il va faire un système exit. Et puis si ça se passe bien, eh bien il va calculer le logarithme népérien de ce double. Petite variation sur le thème, c'est si on est dans le cas de negative infinity, c'est un truc assez rigolo. Pour I3E 754, logarithme de 0, c'est negative infinity, ça existe.
Bon, d'accord. Ou alors not a number, eh bien, dans ces deux cas-là, j'ai pas un résultat qui me satisfait, donc ça veut dire que l'argument n'était pas dans le bon domaine d'entrée pour calculer un logarithme. Donc je le dis et système exit. Et puis quand tout se passe bien, à la fin on dit, on affiche notre logarithme népérien, notre logarithme naturel, tout va bien. Alors ça c'est effectivement assez frustre, assez simple, assez bête comme bout de code, assez mal écrit, pour plein de standards. Et là, l'idée, c'est de voir si on peut pas, puisqu'on veut faire de la programmation fonctionnelle, déjà faire une première chose, c'est d'introduire des fonctions, dans tout ce bazar-là. Et de voir si je peux pas introduire des fonctions qui font des choses simples et qu'on va composer ensemble. Donc du coup, non, ça c'est pas celui-ci, ça c'est un peu plus tard. C'est celui-ci. Du coup, ici, je commence à faire apparaître un certain nombre de fonctions. Alors la toute première, bailout, là, c'est celle qu'on retrouve un peu saupoudrée partout dans la première partie du code et qui dit on me donne une string, je l'affiche. C'est le côté je hurle, et puis système exit. Vous verrez que ça, il va falloir qu'on en fasse quelque chose tout à l'heure. Et puis il y a quelque chose qui va analyser les arguments de ma fonction. Donc il prend une string, il retourne une string. Puis si les arguments sont en bon nombre, va être content et me retourner cet argument, sinon bailout, c'est-à-dire hurler, faire un système exit. Et puis il y a quelque chose qui convertit en double, qui traite à la problématique de oui, est-ce que c'était bien convertible en double ou pas. Et puis quelque chose qui calcule un logarithme, est-ce que je suis bien dans le bon intervalle pour calculer mon logarithme. Et puis un petit dernier truc, donc qui formate un résultat, qui va prendre le double que j'avais en entrée, le double correspondant au logarithme, qui va me produire une chaîne de caractères. Et à la fin, mon main, ça va être une composition de tout ça. Je vais composer un tout double de parse args, puis derrière faire un println de format result, ainsi de suite. Là, on n'a rien fait qui sorte du champ de ce qu'on fait dans du clean code de base. C'est déjà de la programmation fonctionnelle parce qu'on a fait apparaître des fonctions, mais c'est rien d'autre que du clean code de base. Je suis passé d'un truc un peu spaghetti boulette en tas, à quelque chose d'un peu plus étagé, avec des responsabilités de mes fonctions qui sont bien définies, et une composition de fonctions à la fin. C'est déjà un pas en avant, mais c'est déjà de la programmation fonctionnelle quelque part. Sauf que tout ça, c'est pas très testable. Parce que, alors, c'est pas très testable, c'est pas si composable que ça, parce que j'ai des systèmes exit de partout déjà, ça c'est assez violent, qui peuvent popper un peu n'importe où en plein milieu de l'exécution de mon code. Je ne peux pas en faire grand chose. On va essayer de voir si ces fameux effets de mon programme, c'est-à-dire des choses comme les systèmes exit, des choses comme les exceptions, si je ne pourrais pas arriver à les faire apparaître comme résultat de mes fonctions, plutôt que de les laisser popper de n'importe où, vraiment les traduire en tant que résultat de mes fonctions. C'est-à-dire en fait de les chosifier, on va dire de les réifier, de les transformer en choses, plutôt qu'en trucs un petit peu de première classe qui sont difficiles à capter. Ça va être ma deuxième itération, la 1.5, je vais la laisser tomber. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, d'abord, je vais faire un premier truc, c'est que je vais faire apparaître un type résultat, qui peut avoir deux natures. Ça peut être soit un succès, soit une erreur. Et cette erreur, elle-même, va pouvoir prendre encore un autre type, qui est le type bailout. Alors, vous voyez, tout à l'heure, bailout, c'était une fonction. Maintenant, ça devient un type, un objet, à proprement parler, qui va être construit à partir d'une chaîne de caractères, le message à afficher, et qui, quand je vais faire un run de cet objet-là, va faire le fameux println de mon message et système exit. Donc déjà, j'ai mis en place un certain nombre de choses qui vont me permettre d'expliciter les choses qui étaient implicites et qui sortaient un petit peu dans tous les sens, de les expliciter comme sorties de mes fonctions. Et là, je peux essayer de réécrire toutes mes fonctions en regard de ça. C'est-à-dire, encore une fois, en gardant à l'esprit, je veux faire une fonction qui, à une entrée donnée, donnera toujours la même sortie, qui me fournit toutes les informations au niveau de la sortie et qui ne fait pas de choses dans mon dos. Et là, du coup, on va prendre juste le cas de parse args, par exemple. Et effectivement, si j'ai le bon nombre d'arguments, je vais dire que je retourne un succès de args 0, et si j'ai pas le bon nombre d'arguments, je vais retourner, cette fois-ci, je retourne une valeur qui est
error, de bailout, de not enough arguments. Ça se décline sur toutes les fonctions, sauf format de result, puisque elle était déjà totale, quelles que soient les valeurs que je donnais en entrée, elle avait toujours les mêmes sorties. Et puis tout ça, ça se compose dans le main. Alors, ça se compose, c'est pas très joli, hein. Soyons clairs, c'est pas très très joli. Là, j'ai l'impression de, comme je dis souvent, là, j'ai l'impression d'écrire du Go. C'est-à-dire qu'en fait, je passe mon temps systématiquement à faire la même chose. Je dis, case success, je fais le happy pass, il se passe des choses intéressantes. Case error, eh bien, je propage l'erreur. C'est pour ça que je disais, on dirait du Go. Et comme ça s'étale, c'est toujours le même pattern qui réapparaît systématiquement. Avec, sauf peut-être tout à fait à l'intérieur, où il y a un success là, ici. Il y a un success qui vient enrober un format result, ce qui n'était pas le cas dans les choses à l'origine. Et puis à la fin, on dit le résultat de cette évaluation-là, de l'évaluation de tout ce machin-là, c'est un R, et puis je vais voir si c'est un succès, je fais un println du résultat. Si c'est une erreur, je fais un E-run. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, à la fin de tout mon programme, que je vais effectivement réaliser des effets, qu'il va vraiment se passer des choses. J'ai repoussé le plus possible ces effets bizarres en les faisant sortir de mes fonctions. Je vais essayer de les repousser le plus loin possible à l'extérieur de mon programme. Et essayer de garder le cœur de mon programme le plus fonctionnel, le plus pur possible. Du coup, avec ça, ça m'apporte un petit intérêt, donc c'est celui que j'ai ouvert un petit peu trop tôt tout à l'heure par enthousiasme, c'est que là, du coup, ce machin-là est testable, et unit testable. La moindre des fonctions que j'ai écrites, me retournant systématiquement une valeur, il suffit de faire des asserts à tour de bras. Alors, effectivement, si j'avais fait du clean code et si j'avais fait les choses correctement, j'aurais dû procéder à l'envers, j'aurais dû faire du TDD, et j'aurais dû poser mes asserts, mais pour poser mes asserts correctement, il faut quand même que j'ai une idée de ce que je donne en entrée de ma fonction et ce que je vais donner en sortie. Donc il aurait fallu que je conçoive quand même tout ça un petit peu en avant. C'est pas impossible. Une fois qu'on est rompu un petit peu à l'exercice, ça peut très bien se faire, ça peut très bien marcher. Réfléchir petit peu d'abord pour ensuite aller vers l'implémentation. TDD, ça peut aussi vouloir dire Type-Driven Development, pas que Test-Driven Development. Donc là, ici, maintenant, mon truc devient vraiment testable. Finalement, c'est de la programmation fonctionnelle, mais c'est aussi beaucoup de clean code, quoi. Rien d'autre. Donc, troisième itération de mon bazar. Est-ce que j'en suis bien à la troisième? Moi, je crois que j'en suis à la troisième. Alors, tout à l'heure, je disais j'ai l'impression d'écrire du Go, parce que j'ai toujours les mêmes patterns qui réapparaissent. C'est pas génial. Ce que je voudrais, c'est trouver quelque chose qui me permet de factoriser un petit peu tout ça. Et me dire le fameux case success, case error, et essayer de voir si je pourrais pas le mettre ailleurs. Mais, attendez, parce que le problème, c'est que j'ai peut-être pas forcément suffisamment insisté là-dessus. Le truc, c'est que à chaque fois, dans le cas de succès, on va réappliquer derrière des fonctions. Donc je voudrais pouvoir chaîner des fonctions, combiner des fonctions. Est-ce que je pourrais pas faire apparaître des combinateurs qui vont me permettre de faire ça, qui vont me permettre de lier des fonctions les unes derrière les autres? Alors comme il s'agit de lier, moi, naïvement, j'ai fait quoi? J'ai rajouté à mon type résultat, j'ai rajouté des fonctions que j'ai appelées link et link and wrap. Alors, évidemment, quelques-uns parmi vous vont voir immédiatement ce qui se cache derrière, mais on va y venir. L'idée, c'est de dire, bon voilà, je veux pouvoir lier des choses entre elles, link, et lier des choses entre elles et éventuellement les enrober. Et puis un petit combinateur supplémentaire là que j'ai appelé finish, c'était celui qui correspondait à ma fin de code une fois que tout a été exécuté, le fameux cas tout en bas de mon code. Et réécrire ce que j'ai écrit précédemment avec ça, sur les fonctions bailout, parse args et compagnie, ça ne me change pas grand-chose. Par contre, sur mon main, ça le rend un poil plus lisible. C'est-à-dire que maintenant, je vais faire un parse args, puis que je vais linker avec une fonction qui va prendre le résultat de mon parse args, qui va faire un to double de ce résultat, que je vais lier avec une fonction qui prend un D, c'est-à-dire un double, qui va calculer un logarithme, et que je vais lier, et tant qu'à faire wrapper, enrober, avec une fonction qui va prendre le résultat de mon calcul de logarithme et faire mon formatage. Et puis, tout ça
ça va me faire un calcul, et à la fin, ben, je vais dire, une fois que j'ai mon résultat final, je vais finish qui va faire, ben, soit dans le cas d'erreur, faire un run de l'erreur, donc effectuer les effets qui sont liés à l'erreur, soit afficher le résultat final. Donc on a un petit peu progressé dans notre lisibilité de code. Mais il se trouve qu'effectivement, ces fameux link and wrap et finish, ben en réalité, j'ai fait que réinventer la roue, j'ai fait que réinventer quelque chose qui existe depuis très longtemps en programmation fonctionnelle. C'est-à-dire, si je mets encore une itération de plus, ben en fait, ces trucs-là, je les appelle comme il se doit habituellement en Scala. Et en Scala, pour faire plaisir à Igor, eh bien, nous avons la fonction link qui devient flatMap, la fonction link and wrap qui devient map, et la fonction finish qui devient fold. C'est qu'un renommage. Là, je suis un renommage près. C'est exactement le même code qu'avant, à ce nommage près-là. C'est-à-dire, j'ai utilisé un nommage classique en Scala. Je précise bien. Et comme c'est un pattern qui est archi classique en Scala, il se trouve qu'en plus en Scala, comme on peut retrouver ça aussi dans plein d'autres langages fonctionnels, Haskell entre autres, eh bien, ce pattern avec des imbrications de flatMap, map et compagnie, il y a un sucre syntaxique qui nous est fourni par le langage pour encore masquer tout ça. Et du coup, finalement, mon main, il se résume à ça. Val R for, alors c'est la for comprehension en Scala, l'équivalent c'est la do notation en Haskell, qui va me permettre de dire, A c'est reçoit, entre guillemets, le résultat de parse args, qui va être enchaîné avec to double, et ainsi de suite. Ça, c'est exactement, rigoureusement la même chose que mes map et flatmap précédents. Juste en un peu plus lisible, et là évidemment qu'est-ce qu'on fait? On triche, on essaie de se rapprocher à du séquentiel pour nous faciliter un petit peu la vie. Comme je disais, il faut essayer de penser différemment, mais c'est pas toujours évident. Et une fois qu'on a notre résultat, ce qu'on fait, c'est qu'on applique le fold, c'était l'équivalent du finish tout à l'heure, qui va dire, je vais runner mes erreurs s'il y en a, et sinon je vais juste afficher la string résultante. Alors effectivement, map et flatmap, c'est des classiques, mais il y a encore pire que ça, c'est que j'ai fait beaucoup de choses pour pas grand-chose. C'est qu'évidemment, tout ce cheminement que je viens de faire là, il y a plein de gens qui l'avaient fait bien avant moi, et dans le monde de la programmation fonctionnelle, et typiquement, il y a une 5e itération, c'est juste utiliser ce qui existe déjà. Ce qui existe déjà, c'est tout simplement que mon type result, c'est rien d'autre que, en Scala, un type qui existe dans la librairie qui s'appelle either. Either, c'est soit ça, soit ça. Donc ici, mon result, c'est un either de bailout ou de V. Il y a plein de morceaux de code qui ont disparu là. J'avais défini un result avec le cas de succès, le cas d'erreur, ainsi de suite. Tout ça, c'est intégré dans le either. Et du coup, encore une fois, mes différentes fonctions, parse args, to double et compagnie, bougent quasiment pas. Alors, dans either, on n'a pas success ou error, on a left et right. Par convention, on va dire que left, c'est le cas en erreur, et right, c'est le cas en succès. C'est une convention. On en fait... voilà. Et du coup, tout le reste découle. Même le main ne bouge pas. Parce que dans either, on a un map et un flatmap. Encore une fois, tout ce cheminement pour dire quoi? Pour dire que ce qu'on a cherché à faire, c'est avoir des fonctions qui étaient pures, qui prenaient toujours qui a une entrée donnée, donnaient toujours le même résultat, qui étaient testables, qui étaient composables, qu'on a composé. Et il se trouve que tout ce cheminement-là, ça a été déjà fait maintes et maintes fois. Le problème, c'est de le savoir, c'est de le connaître, c'est de l'avoir déjà fait, ce cheminement, une fois. Du coup, effectivement, les tests, je ne vais pas vous les montrer, mais les tests, c'est quasiment rigoureusement les mêmes, un left et right qui remplace du success error près. Du coup, ayant fait ce tour de code, encore une fois, qui est de la programmation fonctionnelle, mais c'est presque plus du clean code qu'autre chose, je voudrais en arriver à ceci. Dans les années 90, il y a ce bouquin, Design Patterns, qui était un petit peu une sorte de bible pour des gens qui faisaient de la programmation orientée objet, où dedans il y avait un ensemble de patterns, de schémas, de motifs à utiliser, parce que c'était les bons motifs pour architecturer correctement son code. Ok.
Ben, en programmation fonctionnelle, finalement, quelque part, même si ça ferait hurler certains puristes, on a exactement la même chose. Tout ça, c'est rien d'autre que, d'une certaine façon, des design patterns fonctionnels. C'est un peu exagéré. Il y a, de façon très intéressante, caché derrière tout ça, il y a des lois, il y a des choses qui sont prouvables, il y a de la composition qui vient se greffer dedans, mais c'est rien d'autre que ça. Et c'est pas forcément beaucoup plus compliqué de rentrer là-dedans que de rentrer dans le bouquin de Lycides et compagnie. Ah tiens, je vais oublier les lenses. Donc ça, gardons-le à l'esprit, c'est rien d'autre que ça. Rapidement, parce que là j'ai plus que largement dépassé le quota de temps, des ressources qui m'ont permis de faire ce talk et qui sont intéressantes, je vous invite à regarder à l'occasion. Donc Escape from the Ivory Tower, c'est un point de vue sur l'histoire de Haskell qui est juste génial, et bien au-delà de Haskell, c'est juste le cheminement intellectuel des gens qui ont conçu ce langage, qui est un cheminement intellectuel qui est un peu celui qu'on a fait sur le bout de code qui est là. Donc ça participe un peu du même principe, c'est super intéressant. Why Functional Programming Matters, donc une des innombrables présentations de John Uffis sur la programmation fonctionnelle, qui reprend aussi énormément de choses que j'ai dit ici. History of Haskell, Being Lazy with Class. Alors c'est un peu le pendant de la première vidéo, mais à part que là c'est un papier. Donc, pareil, c'est très très intéressant. Au-delà des aspects techniques, c'est les aspects historiques et le cheminement de pensée qui est vraiment super. Monads for Functional Programming, bon, ça à la limite, on va zapper, mais enfin quoique. Et effectivement, le Can Programming be liberated from the von Neumann style, ça c'est le fameux papier de John Backus dont je parlais tout à fait au début, qui a relancé un petit peu l'activité autour de la programmation fonctionnelle. Et puis là, deux ressources qui me semblent juste, mais ultra fondamentales. Donc, Functional Programming in Scala, même si vous venez du monde de Java, on s'en fout, c'est pas grave, ça c'est très bien, ça se comprend très très bien, surtout si on suit les choses, si on suit le bouquin dans l'ordre. Et surtout, en fait, c'est un bouquin qui fait en juste 1000 fois mieux ce que je viens de faire là, c'est-à-dire qui reprend des exemples de code et qui essaie de construire pourquoi en partant de raisons de base structurelles, pourquoi on arrive à ceci, pourquoi on arrive à cela, pourquoi on construit comme ça, pourquoi on compose comme ça. Et il est éminemment pédagogique et bourré d'exercices, parfois extrêmement compliqués d'ailleurs, à essayer de faire pour progresser. Et puis Type Driven Development in Idris, bon ça c'est plus anecdotique, mais quoique pareil, selon, si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu ce qui se cache derrière ça, eh bien là ça parle du Idris, un langage fonctionnel avec des types dépendants, et de tout ce que le système de typage assez puissant de Idris permet de faire, en particulier en type-driven development, c'est-à-dire vraiment du développement dirigé par les types. On pose d'abord les types et après on développe. Et en conclusion, deux citations, poser un petit peu tout ça, c'est donc Programming language that doesn't change the way you think it's not worth learning. Effectivement, je pense qu'apprendre un énième langage qui est exactement la même chose que celui d'avant et qui ne va pas m'apporter une façon de penser différente, c'est juste un débat un peu futile. Et puis surtout, cette citation de Dijkstra, qui est issue d'une lettre qu'il avait envoyée, donc je crois que c'est en 2001, au conseil de l'université d'Austin, au Texas, qui avait décidé de remplacer Haskell comme langage d'initiation à la programmation par Java. Et il leur a écrit, donc, It's not only the violin that shapes the violinist. We are all shaped by the tools we train ourselves to use, and in this respect, programming languages have a devious influence. They shape our thinking habits. Effectivement, les langages que nous utilisons nous font penser différemment, nous font réfléchir différemment, et il est important d'utiliser des langages qui nous servent de support de pensée et qui nous permettent d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on voit traditionnellement. Donc des fois, ça fait un petit peu du bien de se faire violence et d'essayer d'aller voir à côté. Voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté plus longtemps que prévu.